Les toits, alors les toits, c'est encore les choses où il y a le moins de caractéristiques propres au bâti ancien. On va se rapprocher pas mal des complexes plus standards, enfin plus communs en tout cas. Donc nous, en bâti ancien, par contre, juste la petite particularité qu'on a, c'est qu'on a des charpentes qui n'ont pas été conçues pour être isolées, hein. Donc on est obligé de se caler sur de l'existant, encore que là c'est des neuves mais qui sont refaites à l'ancienne, hein. Mais on n'est pas sur ce type de charpente, vous voyez, qu'on peut faire en rénovation aussi, hein, mais qui sont beaucoup plus simples. Elles sont conçues pour être isolées, celles-là, hein. Vous n'avez même plus de découpe d'isolant. Vous venez tout caler par l'extérieur, c'est super facile. Donc, alors que nous, on va avoir un peu de pont thermique, j'y reviendrai partout. Juste ce qu'il faut retenir, c'est un peu pareil, hein, que sur les autres complexes, hein. On a énormément de transferts. Alors que ce soit des transferts de chaleur et des transferts d'humidité. Je vous l'ai dit, hein, encore une fois, la chaleur emmagasine plus d'humidité, enfin l'air chaud emmagasine plus d'humidité que l'air froid. Et en plus, l'air chaud monte. Donc c'est souvent justement dans les combles qu'on va retrouver notre air chaud et chargé en humidité. Donc il faut absolument que cette humidité puisse se transférer dans les complexes. On peut gérer aussi des complexes d'isolation de toiture complètement étanches. Le problème quand vous faites ça, c'est que si vous faites un défaut de pose, un défaut de mise en œuvre, en fait vous venez de fabriquer un entonnoir à vapeur d'eau, quoi. Ça veut dire que toute la vapeur d'eau va aller dans un seul endroit. Et là, ça va condenser à l'intérieur des caissons d'isolation. Et qu'est-ce qu'il y a en bâti ancien dans nos caissons d'isolation? Il y a nos bois de charpente, qui sont des bois structurels, donc dont on va favoriser le pourrissement et l'altération en tout cas. Hop. Donc ça, c'est la stratégie la plus top, mais qui ne marche pas partout. Parce qu'on est sûr de ne pas abîmer les charpentes et de ne pas créer de dommages structurels au bâti, enfin structurels ou humides d'ailleurs. C'est l'isolation en toiture froide, donc c'est-à-dire qu'on va isoler plutôt les planchers des combles. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tous une maison de 300 mètres carrés et qu'on a souvent envie de profiter des combles. Donc c'est pas une solution qui peut passer partout. Mais ça, en termes de pérennité du bâti, c'est ce qu'il y a de plus tranquille, quoi. On peut faire des erreurs, des petites erreurs d'isolation sans avoir d'impact trop important. Là, c'est une autre stratégie. C'est un bâti qui est à Romillet, si je ne dis pas de bêtises, et c'est une isolation en bottes de paille. C'était là, vous voyez, ça c'est le schéma du bureau d'études thermiques. On est sur 2 épaisseurs de bottes de paille, donc ça fait 72 cm d'isolant en toit. Donc là, l'objectif, c'est d'atteindre du passif sur du bâti ancien. Donc là, on est costaud, quoi, sérieux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, c'est toujours pareil, hein, en bâti ancien. C'est quand le matériau coûte rien, c'est que il y a pas mal de boulot derrière. Et là, notamment, c'est d'enduire tout pour les risques incendie, ce qui représente un boulot considérable. L'isolation par l'extérieur. Alors nous, pour les mêmes raisons, hein, que l'isolation par l'extérieur en mur, on le fait pas tellement, mais on le fait pas tellement. On fait pas que de l'isolation par l'extérieur, mais on fait souvent des compléments, des systèmes mixtes, c'est-à-dire un petit peu d'isolant par l'extérieur, un petit peu d'isolant par l'intérieur. Ça permet de gagner de la surface en comble, et puis en plus on casse tous les ponts thermiques. En termes de fonctionnement, c'est vraiment pas mal du bâtiment. Surtout qu'aujourd'hui on a des matériaux qui sont bien pour faire ça. Enfin là c'était chaud chanvre, mais des laines de bois ou des fibres de bois compressées. Et enfin, l'isolation par l'intérieur. Donc où là, vous voyez, c'est un enchevêtrement de bois et d'épaisseur d'isolant. On est de fait, encore une fois, que sur des biosourcés quasiment. Pas uniquement par sens écologique, mais aussi juste par pragmatisme technique, hein. C'est que c'est les isolants qui sont les plus adaptés, hein, pour ces endroits-là. Parce que c'est des très bons isolants d'hiver. Et c'est des isolants qui vont vous apporter le confort d'été aussi. C'est souvent une notion qu'on néglige, hein. Quand vous êtes dans des combles au mois d'août à 14h et qu'il fait 60 degrés, en général, on sait l'isolant qui est derrière le placo. C'est forcément une laine de verre ou une laine de roche.
des isolants qui ont des déphasages très courts. C'est-à-dire qu'ils vont emmagasiner de la chaleur très rapidement et qu'ils vont commencer à la recracher à l'intérieur de la pièce très rapidement. Un 20 cm de laine de verre, à peu près, vous êtes sur un déphasage de 2-3 heures, quoi. Donc ça veut dire qu'au bout de 2-3 heures, quand l'isolant est en plein soleil, il va commencer à chauffer l'intérieur de la pièce. Sur une laine de bois, par exemple, en 20 cm, on va être plutôt sur des valeurs de l'ordre de 8 heures, 8-10 heures. Donc en gros, l'isolant va commencer à recracher la chaleur quand il fait nuit. Donc vous ne le sentez pas parce qu'il le fera vers l'extérieur, vu que ça refroidit à l'extérieur. Oh là, j'arrête pas de... C'est bon. Donc voilà, encore une isolation par l'intérieur en botte de paille. Je souhaite à personne de faire ça, c'est crevant. Mais ça marche bien. Et puis, l'utilisation de membranes, je ne vais pas passer trop de temps parce que ça c'est pareil, on peut passer la journée là-dessus. Mais aujourd'hui, on va aller... C'est impératif d'utiliser ce genre de membrane sur des isolations de toit. On n'est plus dans les années 70-80. Moi, j'ai refait l'isolation des comptes de ma mère dans les années 90. Vous savez, on posait la laine de verre et puis on mettait un scotch orange. Et on priait pour que le scotch orange tienne le temps qu'on mette le placo. C'est fini ça. Aujourd'hui, on sait que le moindre défaut d'isolation, ça veut dire que c'est la chaleur et l'humidité qui va transférer à ces endroits-là. Donc ces membranes-là, elles ont l'objectif d'uniformiser la diffusion de la vapeur d'eau. Donc c'est-à-dire que, indépendamment du fait que vous ayez fait quelques petites erreurs d'isolation, ce que vous êtes obligé de faire, puisque vous voyez bien en bâti ancien, on a les bois qui se croisent de partout, on a les arbres à étrier, les pannes, et donc ça fait plein de petits ponts thermiques partout. Donc on a plein de petits défauts. Donc ça permet de pallier aux défauts de notre isolation. C'est indispensable et c'est, à mon avis, une des choses qui, dans le bâti, demande le plus de soin. La bonne pose d'une membrane. C'est-à-dire, il y a Proclima, une marque de ce genre de membrane, qui a réalisé un paquet d'études dans leur labo. Et en fait, un trou d'1 millimètre entre deux laits de frein vapeur, en gros, vous multipliez par 2000 la dose de vapeur d'eau qui passe à cet endroit-là. Donc vous allez générer encore une fois un entonnoir. Donc ça demande une pose léchée, vraiment. Hop, des petits complexes. Au passage aussi, une chose qu'on devrait plus voir. Aujourd'hui, vous êtes censé avoir entre la fin de votre complexe d'isolation, qui est souvent un pare-pluie en fait, qui part pas la pluie, qui part plutôt le vent, c'est plutôt un pare-vent. Vous êtes censé avoir 2 cm sous votre couverture, entre votre couverture et votre pare-pluie. C'est obligatoire normalement aujourd'hui, pour ventiler, pour éviter les effets de surchauffe et les effets de condensation. Donc voilà, les petits points de vigilance qu'on retrouve. Alors, les petits points qui sont des zones plutôt à problème, le fêtage, parce que c'est hyper dur d'arriver avec les membranes bien propres sur la panne fêtière, sur le morceau de bois qui est dans ce sens-là, ici. Les épaisseurs, on est souvent bien embêté avec les épaisseurs parce qu'on voudrait à la fois la charpente apparente et à la fois bien isolée, donc on est déjà des fois obligé de faire des arbitrages. Alors je ne suis pas pour du tout isoler. Si vous avez une charpente 15e qui a de la gueule, ça ne me choquerait pas du tout d'aller juste sur 10 cm d'isolant pour garder la charpente apparente. Je trouve ça très cohérent. Mais c'est souvent un frein qu'on a. C'est à un moment, il faut choisir. Ou alors, il faut refaire une nouvelle charpente, mais c'est un autre boulot. Et puis, tout ce qui est les pannes sablières, là, cet endroit-là où souvent on veut garder la petite tablette pour pouvoir mettre tous les bibelots. Et souvent, on a un petit pont thermique. Comme à chaque fois, les raccords entre deux complexes, entre le mur et le toit, c'est souvent au raccord. Entre le sol et le mur, c'est pareil. C'est des endroits qui vont souvent être un peu plus problématiques, un peu moins bien gérés. Quand vous faites faire les travaux, vous avez plein de corps d'état différents qui vont travailler. Et en fait, chacun individuellement va très bien travailler, mais c'est la jonction des deux qui va des fois poser problème. Donc voilà, juste pour terminer, voilà ce que demande une stratégie globale. C'est un bon diagnostic des désordres, résoudre les désordres et les sources de désordre, alors autant sur le plan structurel que sur le plan des pathologies humides. Améliorer bien sûr le confort thermique, mais en conservant du confort d'été. Pas penser juste en valeur d'isolant, mais aussi en confort garanti dans le bâtiment. Surtout ne pas nuire aux échanges hygrométriques, ça je pense que vous l'avez compris dans ce que je vous ai dit ce soir.
Et puis, allez, sortez les violons, mais effectuez des bouquets de travaux pour respecter l'objectif énergétique en contribuant à la préservation du patrimoine. Voilà. Je vous remercie.